Les exemples sont nombreux, hein. On voit notamment, dans des rapports, du Mossad qu'il fallait absolument, créer un climat, d'hostilité, de crainte, pour que les juifs des pays, musulmans ou arabophones, eh bien, émigrent en masse, vers Israël et qui devaient absolument être emmenés, par la force, hein, qui devaient quitter par la force, même ceux qui ne voulaient pas partir, hein. Ça ressort notamment dans ce rapport, hem sur les juifs libyens, on disait que les conditions en Libye n'étaient pas mauvaises et que ça serait un danger justement pour le sionisme parce que les juifs libyens, eh bien, ne seraient pas tentés, en tout cas pour l'heure, de quitter, de faire le rallia. C'est une constante, il y a une indiscutable instrumentalisation, qu'il fallait aller en Palestine, hein, pour susciter en fait cette haine, de rendre les coups. Mais il faut rappeler, hein, quand même, que le but du sionisme était de sauver les juifs européens et non pas de libérer le Yishuv, c'est-à-dire les juifs palestiniens avant le projet sioniste, des prétendus massacres en Palestine. Eh bien, si les juifs des pays musulmans sont allés en Palestine pour rendre les coups qu'ils subissaient dans leur pays, est-ce que c'est vraiment cohérent? Pourquoi ne pas les rendre sur place, ces coups-là? C'est comme si on disait qu'un Afro-Américain, par exemple, et encore, hein, je ne comparerai pas le sort des Juifs en pays musulmans au sort à la traite négrière, ce serait insultant. Mais c'est comme si un Afro-Américain pouvait conquérir les Pays-Bas, se venger aux Pays-Bas, parce que les cousins des Néerlandais, ben les Américains, l'auraient maltraité. En réalité, ce qui s'est passé à partir de 1948, c'est que les Juifs sont allés combattre les Palestiniens qui tentaient de défendre leurs terres. Ils ne sont pas allés défendre des Juifs innocents qui étaient massacrés par les Palestiniens. Cependant, cette prétendue lutte entre islam et judaïsme, certains même prétendent que ce sont les Arabes qui ont expulsé les Juifs de Palestine au moment de la conquête, ce qui est un non-sens. Je vous invite à regarder le, la vidéo du mythe numéro 6, hein, pour comprendre que c'est même l'inverse qui s'est produit, hein. Les Juifs étaient même soulagés de l'arrivée des Arabes en raison des persécutions byzantines. Et puis, quand bien même les Palestiniens seraient antisémites, acceptons-le. Partons du postulat que les Palestiniens sont foncièrement antisémites, même si le mythe numéro 3 dément complètement cette idée-là. Mais ce sont les sionistes qui sont allés en Palestine. Ce ne sont pas les Palestiniens qui sont allés en Europe de l'Est pour les massacrer, pour prendre leurs terres. Les Palestiniens ne sont pas non plus. Alors ça, je pense que c'est un petit peu présent dans la propagande sioniste que les Palestiniens sont arrivés des pays voisins. En Palestine, ils n'étaient pas en Palestine, ils sont venus des pays voisins, donc bien sûr attirés par la colonisation sioniste et c'est bien fait, mais aussi pour leur faire la guerre sainte, par pur antisémitisme. Dans ce cas-là, on pourrait se demander pourquoi les chrétiens palestiniens ne se sont-ils pas ralliés au projet sioniste si la situation était si dégradante en Palestine pour les juifs et les chrétiens auraient peut-être vu un allié. Le sionisme aurait peut-être été considéré comme un allié. Alors ce qui se passe, c'est précisément le contraire. C'est un prêtre maronite qui a traduit les protocoles des sages de Sion. Alors aujourd'hui, certes, ce serait antisémite de le dire, mais il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, c'était tout à fait crédible quand on voyait les Britanniques fléchir, les Français faire la sourde oreille aux revendications palestiniennes. Ce sont même les chrétiens palestiniens, et comme on l'a vu au-delà, même au Liban, en Syrie, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur le danger du sionisme. Par ailleurs, hein, cette instrumentalisation va au-delà, hein. Par exemple, il y a toute cette presse sur ce déchaînement médiatique, sur l'appel à l'anéantissement des Juifs d'Israël qu'aurait prononcé un président iranien, ce qui est une déformation de ces propos, comme on peut le voir ici. Et pourtant, aux États-Unis, il y a véritablement une campagne contre l'Iran. On propose même, voilà, des sanctions, d'envahir l'Iran. Enfin, en France aussi, on entend Elie Chouraki le dire sur certains plateaux télé. Donc, euh, on peut le voir sur cette étude-là. On distribue donc des tracts
à 17 000 journalistes professionnels, 40 000 militants pro-israéliens aux États-Unis pour les mettre en garde du danger de l'Iran que représente l'Iran. Ce passé traumatique est bien présent dans le sionisme, c'est-à-dire que le traumatisme a pour réponse la vengeance, tout azimut. C'est-à-dire que les Palestiniens, bien sûr qu'ils avaient le droit de résister et de se défendre et de ne pas accepter que leur pays soit pris, qu'on s'empare de leur pays, mais il y a cette idée de vengeance, donc ils peuvent en payer le prix. Ben Gurion, hein, déjà dans les années 40, il écrivait que nous établirons un État au Liban avec pour frontière le Litanie, nous brisons la Jordanie, nous bombarderons Amen en Jordanie, détruirons son armée, puis la Syrie tombera, l'Égypte tombera, continuera à se battre, etc. Nous vengerons ce qu'ils, c'est-à-dire les Égyptiens, les Araméens et les Assyriens, ont fait à nos ancêtres à l'époque biblique. Donc c'est peut-être une caricature, enfin c'est une parole qui a été prononcée par Ben Gurion, mais qui traduit bien cette idée de rendre les coups, cette soif de vengeance. Et à mon humble avis, le projet sioniste s'est bâti sur ça, même s'il y a eu effectivement des socialistes, des communistes qui s'en faisaient une autre vision, mais la réalité est claire. On le voit dans le cas de la récupération idéologique par rapport aux juifs des pays arabophones, comme quoi ils auraient tous été expulsés par pur antisémitisme, voilà, et que la réponse israélienne en fait serait de persécuter les Palestiniens, ce qui est absolument contradictoire. Non seulement la grande majorité des juifs en terre d'islam n'ont pas été expulsés, premièrement, mais deuxièmement, est-ce que cela justifie un tel comportement envers les Palestiniens? Le linge sale, on le lave en famille. Si les juifs tunisiens ont subi des discriminations dans leur pays, eh bien que ce linge-là soit lavé à Tunis, à Kérouan, et non pas à Safad et à Naplouse. Cela n'a absolument aucun sens. Et je comprends que cela puisse parfois soulager la conscience de la poignée de sionistes encore raisonnables, mais les choses ne marchent pas comme ça. Et donc, une personne qui a des traumatismes, je fais l'analogie avec le mouvement sioniste, eh bien, on arrête quand même. Hein. Les circonstances atténuantes n'ont aucune valeur après tant de crimes. Est-ce qu'on peut réellement réparer une injustice en commettant une autre? C'est à discuter aussi. Certains attribuent cette aversion qu'ont beaucoup de personnes envers l'État d'Israël à de l'antisémitisme, tout simplement. C'est-à-dire que l'État d'Israël ne fait absolument rien qui pourrait être répréhensible. Et donc, critiquer l'État d'Israël, c'est tout simplement être antisémite. Mais quand on regarde le nombre de résolutions violées depuis 1948, c'est tout à fait impressionnant. Bien on comprend que la situation a été absolument dramatique. Hein. La guerre du Liban, par exemple, l'invasion du Liban par Israël, où le président américain de l'époque, hein, Reagan, avait appelé Menachem Begin pour lui dire que ça devait cesser. Il a même utilisé le terme d'Holocauste, parce que effectivement aujourd'hui on n'a pas, c'est-à-dire qu'à l'époque la médiatisation n'était pas bien sûr ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, mais si cela avait été médiatisé, eh bien Israël aurait perdu la bataille médiatique dès les années 80, parce que cette invasion a été provoquée, a été provoqué par Israël. Alors, c'est une étude de Bergman sur le Mossad, Lève-toi et tue, qui explique très bien comment les Israéliens ont provoqué donc les membres de l'OLP pour les inciter à commettre des attentats en Galilée, pour ainsi avoir une occasion d'envahir le Liban. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Pareil, la Tunisie, par exemple, qui est bien loin, se fait bombarder. On tue 50 Palestiniens et 18 Tunisiens parce que le quartier général de l'OLP était installé à 25 km de Tunis, et en plus on rate sa cible parce que Arafat était en déplacement, était au Maroc à ce moment-là. Il y a eu un autre bombardement en Tunisie qui aura été plus fructueux. Et je veux dire, comment pourraient réagir ces pays-là? Sont-ils antisémites, ou alors réagissent-ils à de tels comportements qui sont totalement impunis? C'est aussi cette impunité
qui explique la profonde aversion de certaines personnes envers l'État d'Israël. L'assassinat voilà, de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh il y a pratiquement 2 ans. L'ex-espion juif américain Pollard, qui avait été arrêté aux États-Unis parce qu'il avait livré des documents très confidentiels des États-Unis au Mossad, eh bien, il a été libéré. Pareil pour la fuite des vedettes de Cherbourg en France. Également, le bombardement par Israël d'un réacteur irakien. Israël avait déjà expliqué que c'était de la légitime défense, mais voilà, l'attaque était préméditée. Israël suivait de très près l'exécution du contrat franco-irakien sur l'armement irakien. Et puis, Israël n'a pas été étranger aux dégâts causés en 1979 au réacteur irakien en France, ni à l'assassinat en 80 d'un technicien travaillant pour l'Irak. Et donc, il y a tout un passif qui explique tout cela. Et l'argument de la légitime défense est vieux comme le monde. C'est comme en 1982, lorsque Reagan justement proposait à Israël de reconnaître un État palestinien. Menachem Begin s'opposait formellement à cette proposition. Il lui disait, bah, très bien, si vous voulez un État palestinien, eh bien, vous aurez un bastion du soviétisme dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, on dirait de l'islamisme. Donc, on adapte son discours selon le contexte historique ou géopolitique. Et au-delà des agissements, au-delà de l'impunité, c'est aussi la critique d'Israël qui est très difficile. Pascal Boniface a écrit un livre, Est-il permis de critiquer Israël? Et il est vrai que la parole n'est pas tout à fait libre, hein. Comme l'écrit Pierre Desmond, quand il s'agit d'Israël, en France et ailleurs, on ne raisonne plus, on entre en transe. On se refuse à considérer les faits, on préfère faire des procès d'intention. L'indignation remplace la discussion. Et Henri Laurence explique très bien cette analogie entre antisionisme et antisémitisme. Je vous propose de l'écouter pour conclure. Est-ce que ça ne veut pas dire que donc être antisioniste, c'est une forme finalement d'antisémitisme, puisque les conséquences qu'aurait la fin d'Israël pour les Juifs seraient catastrophiques? D'abord, un point essentiel, les Palestiniens luttent contre des envahisseurs qu'ils considèrent venus de l'extérieur. Donc, qu'ils soient des Esquimaux, des Juifs, des Podèles, des Sildaves, le problème pour eux est le même. Ils ne sont pas hostiles à Israël pour des raisons religieuses ou par antisémitisme. Ils sont anti-israéliens parce qu'ils sont soumis à une colonisation et à une expulsion. Ça, c'est un point essentiel. Si on ne le comprend pas, on ne peut rien vous donner du problème. Ensuite, si vous retombez sur la question de l'exceptionnalité, je veux dire, vous pouvez appeler, par exemple, à faire des sanctions contre le Venezuela, contre la Russie, contre l'Iran, contre la Malaisie, si vous voulez, enfin, n'importe quel pays au monde. Ceci est interprété comme étant purement politique. Si vous appelez des sanctions contre l'État d'Israël, vous n'êtes plus défini dans le politique, vous êtes défini dans l'antisémitisme ou le religieux. Ce qui explique aussi un autre échec du sionisme, qui est un échec du passage au politique. L'antisémitisme au sens étroit du terme me s'en prenait aux juifs ou aux populations juives pour des actes qui en général ils n'avaient pas commis. Tandis que là, on est par rapport à l'action d'un mouvement politique, le sionisme, et d'un État politique qui est l'État d'Israël. Et on se trouve là pris dans le piège de l'exceptionnalité que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Vous traitez le sujet de l'État d'Israël de façon totalement différente de tous les autres États au monde. Alors, par exemple, la question de l'antisionisme, vous dites tout de suite, vous récusez la légitimité de l'État d'Israël. Et les autres vous répondront,
Est-ce que pour vous, la légitimité de l'État d'Israël justifie l'expulsion des Palestiniens? Et vous entrez dans un débat sans fin parce qu'il n'y a pas de solution à ce débat. Alors, s'il est vrai aussi que certaines formes d'antisionisme peuvent glisser très progressivement vers de l'antisémitisme, mais de façon plus ou moins indirecte, d'une part, parce que, par exemple, les antisémites disaient que les Juifs avaient des pouvoirs dans le monde, mais vous avez bien des lobbies, des groupes de pression favorables à l'État d'Israël dans différents pays du monde, donc vous êtes bien dans du champ du politique. Et ensuite, des prises de position hostiles à l'État d'Israël peuvent vous amener des sanctions d'ordre divers qui renforcent à ce moment-là ou qui amènent une dérive chez certaines personnes vers des positions qui ne sont plus vraiment antisémites, mais antisémites. Cela arrive assez régulièrement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le Parti travailliste britannique à l'époque de Corbyn. Mais le fait même qu'on n'arrive pas à distinguer antisionisme, qui est une position politique, et antisémitisme, renvoie à l'échec d'État d'Israël en tant que passage politique.